Les Foins Finaux, un balado qui présente 6 entreprises agricoles de l'Estrie qui choisissent de faire des plantes fourragères pérennes. Malgré les défis, les plantes fourragères pérennes sont un atout sur ces entreprises. Découvrez-les avec nous. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, aux Foins Finaux, on jase avec Robin Côte-Noire de la ferme Romaco à Saint-Hermène-Égide. Robin est un gars qui se pose vraiment beaucoup de questions. Son processus décisionnel il est élaboré, mais il est aussi toujours remis en doute. Année après année, il remet en doute les certitudes de l'année d'avant. C'est pour ça que je voulais vous présenter cette entreprise-là aujourd'hui. Robin n'est pas du genre à passer dans les journaux ou faire des vidéos sur Internet pour parler de son entreprise. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je voulais montrer son processus décisionnel. Puis il m'a fait transparaître aujourd'hui que ce que lui il voudrait, c'est de la transparence, de l'authenticité, puis connaître les deux côtés de la médaille. Aujourd'hui, Robin, c'est ça que tu as fait. J'espère que tout le monde va le sentir, que tu as montré les deux côtés de la médaille. Bonne écoute! Salut Robin! Salut Marie-Pierre! Comment ça va? Ça va toi? Yes! Est-ce que tu peux prendre un petit 2 minutes pour te présenter puis ton entreprise? Mais bien sûr. Tu vas te mousser avec le temps. Moi c'est Robin Côte-Noire. Je possède une ferme à Saint-Hermène-Égide. C'est une ferme laitière. On a un petit peu plus que 100 kg jour de production à produire. Puis on est dans une région fraîche, puis on a fait la décision de nourrir les vaches avec seulement de l'ensilage d'herbe. Parfait. Qui est avec toi sur l'entreprise? J'ai ma conjointe qui est associée avec moi, Marie-André. Puis j'ai encore mon père, mon oncle qui viennent travailler. Puis mon frère vient donner un coup de main aussi de temps à autre. C'est une belle équipe, ça. Quand même. Bien entouré. Les terres, ça ressemble à quoi? Les grandeurs, les proportions? En culture, on a environ 250 acres en ce moment. On peut monter des alentours de 300-320 acres. Okay. Puis c'est... Tout en ensilage? C'est tout en ensilage. Luzerne? Ouais, c'est dur de donner un pourcentage, mais on espère toujours avoir le meilleur pourcentage de légumineuses à chaque printemps. Mais on pourrait dire que c'est entre 40 et 50% de légumineuses. Parfait. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise a pris la décision de ne pas se tourner vers le maïs ensilage? On a déjà fait du maïs ensilage il y a maintenant ça doit faire quasiment une vingtaine d'années, là, je me souviens pas exactement, mais on est dans une région fraîche, puis je trouvais toujours que le rendement il était mitigé ou... ordinaire, puis on n'arrivait pas à avoir des pourcentages de grains et d'amidon aussi élevés qu'on aurait voulu pour avoir un ensilage qui soit rentable à alimenter aux animaux. Ça coûte cher à faire là, quand t'as pas tes équipements aussi? Là? Ça coûte cher à faire, c'est pas le seul facteur. Il y a des avantages aussi à avoir du maïs ensilage, mais on considérait que ces avantages-là n'étaient pas suffisamment gros pour notre entreprise. Parfait. Ça va-tu être dans les plans ou t'es-tu booké? C'est-tu coulé dans le béton, cette décision-là, ou bien si tu te questionnes un peu là-dessus? Je le sais la réponse, mais je veux que tu me le dises. On se questionne toujours un peu, là, parce que c'est sûr que pour combler l'énergie au niveau des animaux, on a toujours besoin quand même d'acheter du maïs grain. Ouais. Alors, des fois, quand tu achètes un intrant au à gré... 400$ la tonne. Ouais, au prix du marché, parfois, tu te poses la question quand même. Hein, peut-être que je devrais recommencer à en faire, mais si on prend le coût de l'empreinte au sol de la production de l'ensilage de maïs, on pense qu'on reste gagnant de ne pas en produire. Année après année, tu te questionnes puis tu finis par quand même pas planter de maïs. Ouais. Parfait. Est-ce que tu peux me nommer comme les avantages que tu vois, toi, à soit être 100% en plantes fourragères ou à cultiver le foin sur ton entreprise? C'est quoi que tu en ressors de ça? Je trouve que la première des choses, nous autres, on a une terre qui est avec les champs qui ont quand même des bonnes pentes dedans. Là, c'était pas rare qu'il y avait un petit peu ou parfois même beaucoup de lessivage.
Les dernières années qu'on en faisait, les cultures intercalaires étaient moins poussées, mais encore là, hein, quand la pente est bonne dans un sol, t'as tout le temps une bonne période finalement que le sol il est à risque. À risque, ouais. très à risque de se faire lessiver. Mm. Avec les cultures de maïs, mais t'es forcé d'aller toujours tôt au printemps. C'est avec des équipements lourds. C'est un facteur qui cause de la dégradation des sols. Puis ces deux facteurs-là ensemble combinés fait que j'avais l'impression que d'année en année, nos champs, on s'améliorait pas au niveau de la capacité des champs. Ouais. Puis là, tes semis, t'es fait-tu avec des céréales ou en ce moment, ça se passe comment? Tu sais, dans ta rotation, t'as-tu un... On n'a pas de méthode 100% établie. Là. On essaye différentes méthodes de semis. On a essayé des semis purs, on a essayé des semis avec de l'herbe de Soudan en plante-abri ou des semis avoine pois en plante-abri aussi. Récolte en verre, là? Récolte en verre. OK, parfait. Puis là, cette année, ça va être quoi, mettons? Cette année, je vais avoir de l'herbe du Soudan dans une certaine partie des champs, puis dans l'autre partie, comme plante-abri, ça va être en semis pur avec du régras. OK. Tu répartis le risque un peu. Ouais. Parfait, génial. Aussi, ça dépend du cultivar de légumineuses que j'utilise. Ben, du cultivar, de la sorte de légumineuses que je vais utiliser. Ouais. Puis, t'as-tu un rythme régulier auquel tu retournes tes champs ou tu sais comment est-ce que tu prends la décision là, de bon cette prairie-là va falloir la ressemer puis à chaque année on écrit nos rendements qu'on a dans les champs puis quand on observe qu'un champ commence à rendre moins on va souvent ça va être les champs qui vont être choisis pour être revirés là. C'est pas tant un nombre d'années que le rendement que le champ est capable de donner. Il devient votre facteur limitant de rendement. C'est ça. C'est lui qui passe au cash. Ouais. Ou si je le change pas, un champ qui donne moins de rendement parce qu'il est rendu plus fort en graminée, la raison peut-être que j'ai besoin de cette graminée-là pour une autre sorte d'anime de vache dans mon troupeau. Là. Ça peut être soit ça va donner un foin pour les taures ou les vaches taries. Hein. T'as-tu encore des champs qui sont dédiés juste aux vaches taries? Ouais. Ouais, tu gardes ça encore, ça va bien. Oui, ça va bien. C'est sûr que année après année, j'en parle avec mes conseillers si on continue avec cette méthode-là. C'est sûr que je vais avoir à faire une rotation éventuellement dans ces prairies-là parce que depuis le nombre d'années qu'on le fait, on n'avait pas encore fait de rotation dans ces champs-là. C'était des cultures pérennes qui ont une durée de vie qui est très bonne en général, mais il arrive toujours à un moment donné ça y ferait du bien, qu'il faut recommencer. Ouais. Fait que là, c'est sûr qu'on va peut-être avoir à choisir une autre méthode là, pour quelques autres années. Pas un changement complet de la façon de faire, mais... Comment? C'est quoi votre... Tu sais, en ce moment, là, c'est quoi pour toi un champ pour des vaches taries? Ben, on a des zones... tantôt, je disais qu'en ce moment, on avait 250 acres en culture, puis on agrandit tout le temps pour se rendre les alentours de 320 parce qu'on a des pâturages qui sont non utilisés en ce moment. Mais ces pâturages-là sont souvent des champs très pauvres. Fait que un sol pauvre, ça va souvent faire un fourrage à vache tarie qui va être... juste assez pauvre. juste assez... qui va être juste assez excellent pour ce type d'animaux. Là. Oui, exact. Quand même des demandes assez particulières. Ça peut prendre aussi plusieurs années à un vieux sol avant de devenir riche, donc ça devient une solution... Ça donne un bon... Ça donne un bon gauge de temps pour... Ouais, c'est ça. Tu veux le semer quand même pour une couple d'années. Ce sera pas juste temporaire, c'est bien. Je me demandais, pour vous, là, chez Ferme Romaco, c'est quoi les défis en lien avec la production laitière sur une ferme à 100% en silage de foin? Ben, le plus gros défi... c'est sûr que pour alimenter des vaches puis que ce soit fait de façon économique, ben faut être capable de produire un très bon fourrage puis un très bon fourrage, mais c'est indépendamment de l'analyse du fourrage. Si tu peux avoir une super bonne analyse, si le fourrage n'est pas appétant, ça sera pas un fourrage économique. Fait que le premier facteur, c'est d'année après année, peu importe la météo qu'on a, être capable de faire un fourrage d'une appétence. D'une belle qualité, mais à un bon coût aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu parlais tantôt de tes rendements. Je voulais savoir, c'est quoi ta méthode pour calculer tes rendements?
À vrai dire, j'écris mon nombre de voyages, mais il faudrait que j'améliore. On a pesé, on sait comment que nos boîtes pèsent. Ouais. C'est juste que je compile pas pour avoir le rendement final à la fin de l'année. Tu prends le nombre de voyages par champ ou le nombre de voyages par couple? Comment tu marches? Le nombre de voyages par champ. Ouais, tu mets ça dans un carnet de champ. Puis, Ouais. Cool. C'est ce qui me permet, comme je disais tantôt, pour établir la rotation. Si je vois que j'ai 20% moins de voyages, ça devient une évidence que le champ est prêt à se faire revirer. Là. Ouais. Puis, ça serait quoi? C'est quoi les informations de rendement que tu aimerais avoir de plus? Tu m'as fait un petit sourire en coin de dire, ouais, là, le rendement, ça serait le fun de le prendre encore plus que ça, mais c'est quoi la prochaine étape, la coche de plus qui serait utile pour toi? Ça serait avoir une balance à la ferme, là. C'est l'élément le plus limitant. Puis il n'y a aucun fournisseur qui a de balance de disponible pour les outils qu'on a. Fait que là, une couple d'années, on avait essayé de le faire, mais là, faut que tu fasses une demi-heure de route pour aller chez une personne qui a une balance. Puis là, tu pèses ton voyage, puis parfois il y a plusieurs personnes qui vont pas tenir compte du poids que tu donnes, qui vont dire ça se peut pas, il peut pas fitter ça dans une boîte comme ça. Fait que là, tu dis ok, là, je le fais, je le fais pour moi, mais quand je sors le rendement, il y a personne qui est prêt à le prendre en considération parce qu'il n'y a pas d'outils disponibles, tu sais. Ouais. Et si tu as une balance, si tu as des pads ou une balance de disponible, tu peux dire, OK, j'ai rentré 20 voyages, puis qu'après les pads, il y a un ordinateur qui prend la donnée, mais là, tu deviens super précis. Hein. Ouais. Calculer un trailer de maïs, ça pèse combien? C'est facile, tu sais, mais un trailer de soya, souvent les balances sont intégrées dans des batteuses, fait que là, ça devient très concret, mais une voiture de foin, tout dépend de l'humidité, tout dépend comment est-ce qu'elle a été compactée par la machine qui l'a remplie, c'est très variable. Oui, vraiment. Fait que d'avoir un chiffre vraiment précis et certain, ça devient compliqué. Dans les silos, il va y avoir souvent, avec le nombre de portes, tu peux te vérifier, voir si ton chiffre il y a du bon sens. Puis sinon, il y en a qui vont dire avec la RTM, je rentre tous mes ingrédients. Fait que au final, à la fin de l'année, je le sais, ma quantité totale de matière sèche dans le stage de foin que j'ai fait. Si je voulais, je pouvais prendre ce chiffre-là puis le diviser. Mais ça, on le fait. Ça, cette partie-là, au niveau des volumes calculés, une fois entré dans les bunkers, l'inventaire est sorti puis est calculé. Puis à ça, on intègre un pourcentage de perte. Là. Ça nous donne une quantité de matière sèche totale produite. Là. Puis, tu sais, comme t'arrives-tu proche avec tes nombres de voyages? Tu t'es-tu déjà vérifié, mettons, avec ce chiffre-là? Ça a du bon sens? Oui. Bon. C'est qu'il n'en manque pas, finalement. C'est le pourcentage de pertes qui peut être variable d'une année à l'autre. Je comprends. C'est pour ça que le nombre de voyages, tu sais au moment où c'est que tu récoltes comment que tu as sorti de voyage, mais au final de tonnes de matière sèche, qu'est-ce qu'elle va t'avoir coûté si tu calcules la perte, là, ça devient une autre. Ça peut devenir un autre chiffre. Là. Surtout si la perte est accentuée pour différentes raisons de gestion de conservation. C'est ça. Parce qu'au fil des années, tu sais, on a beaucoup travaillé la conservation, parce que nous autres, on a des bunkers, puis des bunkers, de la façon que c'était fait, il y a 30 ans, versus en ce moment, en 2024, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Puis le résultat, il est très bon. Si tu le fais comme tout le monde, le résultat est très bon. Oui. C'est autre chose que, Mané, il faut que tu ajustes ta méthode. Là. Moi, je me souviens de t'avoir vu, pas sacré un peu, là, mais peut-être un peu. Après ça, de dire, bon, les reprises, ces choses-là, il y a plusieurs infos que, comme tu dis, il y a 30 ans, on n'avait probablement pas, puis que là, la technique, elle se peaufine, là, puis on commence à avoir des bons chiffres pour se... Ouais, puis c'est complexe parce que quand tu vas récolter, dans l'idéal des mondes, tu vas avoir un rythme de récolte qui va permettre, je parle pour les bunkers, tu vas avoir un rythme de récolte qui va permettre de compacter suffisamment rapidement, mais plus que la météo est difficile comme les 2 dernières années, ben là, plus que tu essaies d'avoir une cadence plus élevée pour rentrer le fourrage au bunker, mais plus que ça peut être limitant au niveau de la compaction, puis la compaction dans un bunker, c'est... Puis le point de balancer, tu sais, il est dur à savoir là, où est-ce que... là, je suis allé trop vite, fait que j'ai tout scrappé à qualité, mais en même temps,
sinon il aurait mouillé dessus. Tu sais, c'est dur à prendre cette décision-là. Ouais, faut vraiment gager avec la température qu'on va avoir. Moi, souvent, je vais, quand je me prépare à faire du foin, moi, souvent avertir une personne qui fait du forfait. Puis, si, comme cette année, on se fait avoir que la météo change, bon, ben, je m'en vais dans le délai que j'ai, moi, rentrer tout ce que je suis capable, puis je vais déjà avoir une machine à forfait pour venir... Quelqu'un qui est prêt, là, en backup, là. Ouais. Qui est prêt en backup à venir s'organiser pour que les fourrages ne se fassent pas mouiller dessus. Ça aide, ça. Ça aide beaucoup. Ouais, c'est certain. Ça aide beaucoup. Puis, on est quand même chanceux, localement, d'avoir quelques forfaitaires, quand même, de disponibles. Non, c'est bien. Je me demandais, je suis vraiment curieuse à propos de votre processus décisionnel à la ferme parce que Robin, t'es le genre de personne qui me dit tout le temps, ben là, peut-être que je me pose trop de questions. Puis, j'ai tout le temps la réponse plate d'agronome et qui dit, ben non, tu t'en poses juste assez. Mais je veux savoir, tu sais, c'est comment le processus décisionnel à la ferme. Puis, tu sais, c'est les petites décisions, les grosses décisions, mais même, tu sais, dans la décision de on fauche-tu ou on attend, c'est qui ton noyau de, tu sais, vers qui tu te retournes, vers qui, tu sais, c'est qui tes ressources sur qui tu peux t'appuyer pour prendre la décision avec toi? Là? Ben avant, c'est sûr que à l'époque, c'était toi, Marie-Pierre. Mais tu m'appelles encore des fois. Oui, ça arrive que je t'appelle encore des fois, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Au fil du temps, ben là, je pense que je suis rendu avec quand même une certaine... avec une expérience que j'ai moins besoin de te questionner et d'aller voir ailleurs. Là, ouais, c'est ça. Fait que souvent, je vais regarder la fenêtre météo que j'ai, puis le stade de la plante. Mais si mon stade de plante il est adéquat, mais j'ai pas la fenêtre météo pour dire que je vais faire un fourrage à bonne humidité. Pas plus fou qu'un autre. Là. il va rester là. Mais parfois, tu sais, c'est super stressant, puis il y en a qui vont y aller quand même, parce que quand on est dans une économie agricole actuelle où que tous les intrants pour produire du lait est cher, ben les gens ont peur de laisser maturer un peu le foin, puis que là, il va perdre de la valeur nutritive. Comme une perte d'opportunité à ce moment-là. Là, ouais. Une perte d'opportunité, mais si pour faire ça, tu n'arrives pas à faire un fourrage à pétant, donc un fourrage à bonne humidité, mais t'es pas plus gagnant au final. Exact. Non, c'est bon. On a-tu répondu comme du monde à la question? Ben ouais, moi, je suis satisfaite. Moi, je pense que l'important, c'est d'illustrer ici, c'est que tu te questionnes sur tes inventaires à toi, puis on ne regarde pas plus loin que l'autre bord du chemin. Ouais, c'est ça. Mais aussi, tantôt, je disais que le forfaitaire est toujours averti. J'aime ça, en plus des bunkers, avoir des bales en stock. Okay. Parce que, comme là, au printemps, au début juin, on s'était préparé pour faire un chantier. Il annonçait 72 heures de beau temps. Puis là, dans le temps de le dire, on était rendu qu'on avait 36 heures de disponible. Donc, je pouvais pas, dans mon cas, faire un bunker. Mm-hmm. Parce que moi, pour faire un bunker, j'ai besoin de 48 heures, tu sais. Ouais. Fait que j'avais déjà averti le gars de la baileuse avant. Fait que finalement, on a arrêté la faucheuse au champ pour pas avoir trop d'ancrage de fait. Puis la baileuse est venue bailer le lendemain. Fait que, tu sais, on l'a se retrouvé avec des bales au stade nutritif adéquat. Qui se sont bien conservés. Qui se sont bien conservés. Puis quand on a eu la température pour faire le bunker, ben là, la valeur nutritive était moins élevée, mais en même temps, on avait ce backup de bales là. Mm-hmm. Fait que si t'as des bales, mais c'est des bales de moulés au fond. Ouais. Là, fait que c'est facile de dire, ok, ben je vais mettre 2 bales au travers de mon fourrage qui est moins nutritif. Puis il n'y a pas une vache qui va mourir qui va mourir de ça. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense que quelque chose aussi que je sais que tu fais, c'est tu sais, à un moment donné, quand tu as justement l'ensemble de ta superficie qui est en foin, ben c'est pas logique non plus de tout faucher en même temps. Puis de, tu sais, à un moment donné, quand c'est risqué, ben tu privilégies d'avoir une belle fenêtre pour récolter ton bon stock, ton gros rendement. Lui, tu t'arranges pour qu'il soit parfait. L'autre, même s'il sera un petit peu plus mature, ben c'est pas plus grave. On le gérera ça plus tard, mais de vraiment prioriser que là où il y a le rendement, lui, tu veux le faire au bon stade, puis tu veux y donner le plus de chances d'être un beau champ après. Là. Ouais. Ben, en fait, ce que je fais qui nous donne une grosse chance quand que la température est comme celle qu'on a dans les dernières années, c'est que je choisis
pas d'avoir toujours les mêmes sortes de légumineuses. Les sortes de graminées, d'une graminée à l'autre, il n'y a pas une si grosse différence au niveau de la maturité, mais dans certains champs, nous autres, on va choisir de mettre de la luzerne, puis dans d'autres champs, on va aller avec du trèfle. Avec le trèfle, oui, c'est un petit peu plus long à sécher quand la température est limitante, mais de l'autre côté, quand dans une fenêtre donnée, que tu peux pas aller récolter, mais le trèfle, c'est une plante qui va garder sa qualité beaucoup plus longtemps. Il pardonne plus, là. Ouais. Fait que ça te permet d'avoir plus de résilience face à la date de récolte du fourrage. Mm-hmm. Ce qui m'amène à... c'est quoi ton meilleur outil, pour réussir ton foin, mais aussi pour, comme à la ferme, pour t'aider dans tes décisions, pour te comparer, pour te dire que tu es sur la bonne voie. Puis ça, tu comprends ce que je veux dire, je pense. Ouais, c'est sûr que c'est une grosse question. C'est une grosse question. Ça peut être dit plusieurs... J'ai entendu dernièrement mon canif. Fait qu'écoute, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mon canif, mais tantôt, on en a parlé, là, les inventaires, ça l'influence beaucoup. Là, les décisions qui vont être prises au niveau de la récolte. Puis, c'est sûr que tantôt, je parlais de l'appétence du fourrage, mais ça semble banal, mais si, quand tu viens pour prendre ta décision, si tu penses que tu pourras pas faire un fourrage appétant, autrement dit, si tu fais un fourrage qui est trop trempe, qui est plein de butyrique, ben tu vas avoir tellement d'inconvénients économiques que tu serais mieux d'avoir un fourrage avec une moins haute valeur nutritive que d'avoir ce fourrage-là. Ouais. Si tu as des fourrages trop trempes, ben les vaches, ils vont moins consommer, ils vont avoir un moins bon pourcentage de gras, ça va causer des problèmes de reproduction. Le spectre de points négatifs, il est comme trop grand puis trop réparti. Tu es trop aussi bien grand. de payer un petit peu plus de concentré, puis au moins tu as une bonne qualité, puis il va être bien fermenté. Là. Ouais, ou accepter que si la météo est pas adéquate pour pouvoir faire un fourrage de la valeur nutritive que tu voudrais, accepter que les vaches vont peut-être produire 2 litres de moins. Ouais. Pendant une période donnée. Mais ça peut être une décision complexe pour plusieurs, puis controversée pour plusieurs fournisseurs qui viennent nous conseiller à la ferme. Oui, je comprends. C'est le fun, les gros chiffres ça paraît bien un beau gros chiffre sur une feuille, puis un trophée de haute production ou un trophée d'MCR, mais ça veut pas dire que c'est eux autres qui vont faire un état financier qui va se démarquer. Oui, c'est important. Tu sais, à un moment donné, on a des entreprises, l'état financier, c'est la gestion d'entreprise, c'est l'état financier. Oui. Toutes nos entreprises devraient être dirigées en fonction de l'état financier. C'est le chiffre qui est important. Les autres chiffres qu'on a de nos vaches ou de nos champs, au fond, ça devient les outils pour notre état financier. Puis en agriculture ou en production animale, c'est souvent une grosse problématique à mon avis. Il y a de l'émotion là-dedans. Ouais. Il faudrait pas qu'il y en ait autant. Faudrait pas qu'il y en ait autant. Ta question préférée, Robin? C'est quoi ton meilleur coup, ta meilleure décision, la meilleure année, le plus gros impact? C'est où t'as été hot dans la vie? Je dis souvent, je t'écœure, parce que je sais que t'aimerais bien mieux pas répondre à cette question-là. Ben, le meilleur coup, je pense pas que t'as un meilleur coup en agriculture. Je pense que c'est le cumulatif de plusieurs bons coups, ou on peut le dire autrement, c'est d'essayer de prendre le moins souvent des mauvaises décisions. On reviendra à mauvaises décisions après. Mais c'est ça, d'essayer de prendre le plus de bonnes décisions possibles. C'est le cumulatif de ça qui fait que tu vas pouvoir avoir une rétrospective d'une dizaine d'années, de dire ok, j'ai été bon. Ouais. Parce que la production, que ce soit de fourrage ou que ce soit de lait par nos animaux, peut être impactée par des petites niaiseries qui vont faire une grosse différence. Fait que si tu fais un bon coup qui va avoir une répercussion dans les 6 prochains mois, mais c'est pas grand-chose sur 10 ans. Tu sais. Ouais. Ça peut prendre un gel hivernal pour dire que ton pourcentage de légumineuses va chuter puis ça va te prendre plus de moulées. Mais si tu travailles bien année après année de façon raisonnée,
ben théoriquement, tes champs vont être plus résilients, puis tu vas avoir une meilleure survie globale de tes plantes. De moins en moins de mauvaises décisions, mettons, C'est ça. Fait que là, ta pire décision. Ta pire bad luck, ta pire erreur. Ça va sembler niaiseux, mais je repensais à ça, mais l'autre fois, j'en parlais avec Marie-André, mais il y a un moment donné qu'on avait un champ, qu'on avait plusieurs problèmes à améliorer. Puis on a travaillé pour améliorer ces problèmes-là. Il manquait de nivelage, il manquait de drainage. Puis après avoir effectué les travaux, on s'est retrouvé plus tard dans le printemps, même au début de l'été, pour aller les semer. Puis plus que tu te retrouves tard au printemps ou au début de l'été, plus que tu es proche des gros orages de l'année. Puis là, on s'est retrouvé avec un sol justement qui était pas semé, nivelé, à nu. Puis il est arrivé justement un gros orage. Puis on a eu un vrai lessivage. Là. Puis on voit encore, ça fait une dizaine d'années déjà, 10-12 ans même, puis on voit encore les répercussions à l'endroit où c'est qu'il y a eu les plus gros lessivages dans le champ. Tu sais, le sol, une fois qu'il va être, quand il est épuisé, comme à cet endroit-là, ben, il a été épuisé par cet événement-là, ça se reconstruit pas à court terme, c'est impossible. Puis à long terme, je sais même pas si sur la vie d'une personne, tu peux reconstruire tout ce qui est perdu par le sol qui va être lessivé. Je pense pas que ça se reconstruise. Mm-hmm. Puis est-ce qu'avec du recul, tu dirais ben il fallait que ça arrive, il faut que j'apprenne à pas laisser mon champ fragile comme ça, ou tu sais, comme est-ce que avoir su, c'est j'aurais fait ça différemment, c'est ça que j'aurais dû faire. Est-ce que tu remets en doute tes décisions que tu as prises à ce moment-là, ou je remets en doute la façon de gérer qui a été faite à ce moment-là. C'est sûr qu'avec l'expérience, j'aurais travaillé très différemment le champ, mais encore là, faut... C'est plate à dire, mais il faut quasiment que tu l'aies vu pour comprendre. Oui, exact. À un moment donné, ça fait de toi une personne qui, aujourd'hui, fait attention à pas... à ce que ton sol il soit plus solidifié possible. Tu sais, la nature est quand même bien faite. Là. Des fois, il y a des raisons pour lesquelles la géographie est faite comme ça. Puis ça, on ne pourra rien y changer. Si la planète est faite comme ça à cet endroit-là, on ne pourra pas changer la nature même. Mais s'il y a des endroits, parfois, il peut y avoir des cuves, c'est plate. Puis même en faisant des méthodes, exemple comme en mettant un avaloir... qui aurait été la méthode à appliquer à ce moment-là. Nous autres, on avait comblé un dénivellement en faisant du nivelage, puis on aurait été mieux de faire un avaloir, mais même en faisant un avaloir, il faut que tu acceptes que cette zone-là va rester ta zone humide du champ. Elle ne sera jamais la place la plus sec de ce champ-là. L'eau se dirige à cet endroit-là. Il faut que tu acceptes ça. Le sol est fait comme ça. Exact. T'es pas à Saint-Hyacinthe, tu réussiras pas à avoir 200 acres d'un bloc tout carré, planche. Là, puis même ceux-là qui ont des 200 acres carrés, planche, mais ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes, exact. D'autres problèmes qui peuvent être pas mal plus compliqués pour la production fourragère. Oui, en effet. T'as raison. Ça fait des beaux champs de foin pareil. Mais fond d'écran, c'est chez vous. Puis là, je l'ai changé. Mais ça fait des belles photos. C'est quoi, Robin, tu dirais, la force de votre entreprise? Ben, je pense que l'entreprise est beaucoup plus résiliente depuis qu'on a adopté ces méthodes de culture-là. Oui. Beaucoup plus apte à faire face aux changements dans l'économie agricole. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement dans les 3-4 dernières années? Je peux pas dire que ça m'a pas affecté. Ça m'a affecté clairement. Sauf que je pense que si j'avais continué à produire de la façon que je produisais il y a 10 ans, je pense pas que ma situation serait meilleure en ce moment. Mm-hmm. Tandis qu'en ce moment, mon entreprise est encore très, très bonne économiquement. Elle s'est bien ressortie de la dernière année qui était, somme toute, assez catastrophique là, en termes de météo. Là. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça. C'est oui en termes économiques, mais qualité de vie aussi. Là. Tu passes pas, tu sais, comme quand t'es pas sûr si tu vas faire l'année. Ouais, ça peut rendre un stress mental plus élevé pour plusieurs. Puis, c'est sûr qu'on n'entrera pas là-dedans, mais je pense qu'en agriculture, il y a beaucoup de stress psychologique qui est vécu. Puis, d'avoir des entreprises non résilientes, ça aide pas à améliorer ça. Ça ajoute une couche. Nous autres, c'est pour
plusieurs de ces raisons-là que les décisions qu'on a prises dans les dernières années, c'était pour tout améliorer ces facteurs-là. C'est bon. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui est le facteur limitant en ce moment pour la ferme? Est-ce que, soit c'est quoi qui est le plus difficile ou c'est quoi qui limite la croissance, c'est quoi qui limite l'atteinte d'un nouvel objectif? Bah, c'est sûr que je suis quand même pas différent de toutes les autres entreprises. Les prix des denrées qu'on achète pour fonctionner, ils ont tellement augmenté, puis le prix des produits qu'on vend, il n'a pas suivi cette augmentation-là. Fait que c'est sûr qu'au final, tu voudrais améliorer des choses plus rapidement sur nos fermes, sur nos bâtiments. Mais avec ce décalage-là entre le prix de ce qu'on reçoit et le prix de ce qu'on achète, ben ça limite la liquidité des entreprises. Puis on peut pas améliorer plusieurs petites affaires qu'il faudrait au bon moment. Ouais. Des fois, ça peut être simple. Quand tu fais juste le réfléchir sur papier, en théorie, t'as juste à faire ça. Ouais, j'ai juste à faire ça, mais au final... si je fais ça tout de suite là, il pourrait se retrouver qu'il va manquer de liquidité aussi. Fait que c'était mieux de pas manquer de liquidité puis de mieux gérer dans l'espace-temps ce que tu as à faire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de pression sociale qui nous est mise dessus pour qu'on change des choses de façon très rapide, mais la pression sociale, elle calcule jamais le facteur économique. Elle te paye pas, ça. Elle me paye pas. Puis, tu sais, il y a des choses, tu sais, que ces pressions sociales-là, ils devraient pas être autant mises sur nous que ça, parce que les gens, souvent, ils vont réfléchir à des choses, puis ils savent pas nécessairement pourquoi ils veulent ça. Les gens, ils veulent pas qu'on laisse de sol à nu. Il faudrait toujours qu'on ait une culture de couverture ou qu'on ait une culture qui protège le sol, ce qui est très, très logique. Mais quand que tu travailles plus le sol, ben là, tu contrôles plus les mauvaises herbes. Fait que pour contrôler les mauvaises herbes, si tu travailles plus le sol, ben ça te prend une méthode qui est souvent une méthode chimique. Mais là, les gens, ils veulent pas qu'on utilise une méthode chimique. Fait que parfois, il faut quand même que tu travailles le sol. Ouais. Mais souvent, il y a des producteurs qu'on connaît qui se laissent aller dans une méthode, puis que, après 10 ans, pouf, non, finalement, c'est plus bon, ils rechangent tout ça, il y a tout bout pour bout, qu'est-ce qu'ils faisaient. Fait que je pense qu'il faut trouver le moyen d'être équilibré là-dedans, puis de... Ouais. Pas extrémiste. Pas extrémiste, puis c'est un mélange un peu des différentes méthodes qui fait qu'on peut faire mieux. Ouais, c'est juste une chose de plus dans le coffre à outils, je pense. C'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est... Ça répondait extrêmement bien, mon Dieu. C'est inspirant. Je me demandais, Robin, as-tu un souvenir qui est particulièrement cher à tes yeux, qui a un lien avec le foin? Ça peut être dans ton enfance, tu sais, vu que tu as été élevé ici à la ferme, ça peut être avec tes enfants. T'as-tu pensé à ça? Pas particulièrement. La seule chose ce que je me souviens toujours le plus, c'est quand que, justement les enfants embarquent avec moi en tracteur, puis quand que ça fait 3, 4, 5 voyages que tu rentres au bunker, tu sais, il y a une odeur de sucre, de fourrage qui... Bon, ben ça, toutes les fois, les enfants, il faut qu'ils embarquent pour pouvoir... pour dire qu'ils ont senti l'odeur du sucre des fourrages qui commence à... C'est fou, hein? Ouais, pis tu sais, ça se décrit pas comme odeur, faut que tu l'aies... Faut que tu sois là au-dessus du bunker. Ah, c'est pas juste... tu passes dans le champ, tu sentiras pas cette odeur-là. Faut vraiment que tu sois là. Ouais. C'est ça. Fait que ça c'est pas... Il y a pas de description pour ça. Très cool. Robin, ça achève déjà. Oui, déjà. Ça passe vite. Ouais, hein? Je me demandais... si toi, t'avais écouté... en fait, tu vas l'écouter, je suis sûre, là, mon super podcast, mais si t'avais à écouter le podcast sur les foins finaux, je me demandais si t'avais une idée de qui t'aimerais entendre jaser. Ça peut être un intervenant, ça peut être un producteur, ça peut être un chercheur, peu importe. Ton voisin. C'est une question très difficile. Ouais, hein? C'est une question très difficile parce que les gens... Les gens qu'on connaît, qui ont le plus de connaissances là-dedans, dont des gens comme toi, Marie-Pierre, souvent, les choses que vous pouvez nous dire, c'est souvent une répétition de ce qui s'est déjà dit, que c'est souvent dur pour plusieurs personnes de l'intégrer dans leur méthode culturelle.
Puis il y a beaucoup de Donc, réponses vous va répétez répondre. souvent la Ça dépend, ou ça dépend. Ah, puis là, je devrais faire ça dépend. Je me vois dire ça souvent. Fait que c'est dur pour, des fois, le producteur de comprendre que ça dépend. Ça veut pas dire que il y a pas dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, mais que ça dépend justement de ce que le producteur est prêt à faire puis de son contexte. Là. Ouais. ouais, de dire qui que je voudrais entendre. C'est sûr qu'on a souvent, j'ai rencontré plusieurs personnes en production fourragère. C'est embêtant pour moi de te répondre, de donner une Mais réponse sans me à donner un nom, moi, je serais curieuse de savoir, ça serait quoi tes critères? Tu sais, comme un autre producteur que je pourrais inviter au podcast, ça serait quoi les choses que tu voudrais qu'ils disent? Tu sais, c'est quoi les critères? Tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais de que c'est pas les vrais chiffres qui sont parlés. Quand tu lis un article dans le journal ou ces choses-là, t'as pas l'impression que tu as tout à fait les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce que tu voudrais qu'un autre producteur témoigne? Quel genre de valeur ou de genre d'entreprise t'aimerais entendre? Ben, c'est sûr que ça prend une entreprise qui est prête à parler de chiffres. Ouais. Si t'as... je voudrais pas avoir un producteur qui viendrait pour parler de méthodes et d'avantages seulement sans entendre le contrepartie, mais encore là, c'est... C'est un vœu pieux un peu, hein? C'est dur à dire. Là, c'est une réponse difficile. Ben, je sais pas comment te répondre ça, puis... T'as-tu quelqu'un que tu trouves inspirant, tout simplement, mettons? En fait, il y a plein de personnes, mais... Puis des fois, c'est même pas des personnes qui viennent de l'agriculture, ça peut être des gens qui ont... C'est des gens parfois qui vont être dans d'autres domaines. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais lu un article économique. Ça venait d'une institution financière à l'époque. Puis l'institution, elle disait que peu importe ce que tu vas faire sur ton entreprise, que ce soit au niveau de ta production ou au niveau économique, si ton entreprise est bonne, c'est parce qu'elle est bonne sur un marché mondial. Si tu n'es pas capable d'être compétitif mondialement avec les décisions que tu prends, indépendamment de ta grosseur, ça veut dire que c'est pas une bonne décision. Fait que s'il arrive quelque chose que ce soit par la météo, qu'il arriverait une tornade, un ouragan, puis si cette chose-là fait que ton entreprise n'est plus capable de fonctionner, mais c'est que tu n'as pas atteint la résilience que ça prend pour que ton entreprise à survivre. Je sais pas si... Ben oui, c'est parfait. C'est une méchante belle thématique, en tout cas. Si c'est pas une personne, c'est une méchante belle thématique. Merci, Robin. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil d'avoir accepté de passer au fond philo. De rien. Bye. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 3 du programme Prime Vert. Merci à l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie. Merci au Conseil québécois des plantes fourragères d'appuyer notre projet.